Allez, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sabine. Bonjour à tous et à toutes. Bon, merci d'être parmi nous. Merci de partager votre pause repas avec nous. Merci d'être là sur ce nouveau webinaire du laboratoire Oronavis. On a un très, très, très beau programme aujourd'hui sur la dermatologie. C'est un sujet qui nous tenait à cœur en réalité. Souvent, on m'a posé la question pendant la préparation de ce webinaire, pourquoi est-ce qu'on faisait un sujet sur la dermato? Alors, je dois dire que je vais préciser deux éléments. D'abord, dans les consultations, on est tous sollicités par des problèmes de dermato, donc des eczémas, des psoriasis, j'en passe et des meilleurs. On est tous un peu dermatologues sans être vraiment spécialistes de la dermatologie. Et je pense qu'avec ce webinaire, on va donner des éléments qui vont être extrêmement techniques sur justement cette notion de physiologie de la peau, cette notion de barrière physique. On va rentrer aussi dans la barrière immunitaire. On va parler beaucoup de l'immunité spécifique de la peau. On va parler de beaucoup de choses assez nouvelles pour moi. Même l'axe cerveau-peau, je ne le connaissais pas objectivement, et faire le lien entre la peau et l'intestin, ça c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc je pense objectivement, on va avoir des données sur ce webinaire que on n'a jamais vu. Donc Sabine nous a fait un très gros travail. Et la deuxième raison pour laquelle on fait un webinaire sur la dermatologie, c'est qu'on a à peu près 200 produits dans la gamme, mais on a une vraie gamme spécifique liée à la dermatologie avec des plantes spécifiques de la peau, atropisme cutané, mais pas que la bardane, hein. On a le polypodium, on a des baumes tépescoïdes, donc très spécifiques au niveau de la peau. Et globalement, on a une vingtaine de produits qui pourraient se rapporter au monde de la dermatologie. Alors, on est accompagné aujourd'hui par, bien sûr, Sabine, mais également les oiseaux derrière, ce qui nous fait une ambiance tout à fait estivale, post-printanière. Ça y est, c'est parti, premier jour de juin. Et pour présenter ce webinaire, Sabine, qui de mieux que toi en réalité, puisque 35 ans d'expérience, même plus de 35 ans d'expérience en dermato, 8 ans spécialisé dans la micronutrition appliquée à la dermatologie. Tu as fait quasi tous les cursus de micronutrition en France, tous les modules de Vincent Castronovo. Tu as fait les formations alimentation santé durable d'Olivier Coudron. Tu as fait le DU de physionutrition de Grenoble. Tu as publié 12 articles que je tiens à disposition de tous ceux qui le souhaiteraient sur la dermatologie et la micronutrition. Donc, franchement, Sabine, on est ravis, on a déjà travaillé ensemble, mais vraiment, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui autour de ce sujet-là. Alors, comment ça va s'organiser sur ces deux webinaires? Eh bien, une première partie aujourd'hui sur la physiopathologie. Et donc là, on va rentrer vraiment sur le mécanisme de la peau, tous les mécanismes autour de la peau. Et un deuxième webinaire le mardi 27 juin. Et là, on va être sur des schémas thérapeutiques. Donc, on va rentrer vraiment sur cette notion de travail autour de ces pathologies de la peau. Voilà. On va tout de suite rentrer dans le sujet. 5 minutes d'introduction, je ne perds pas trop de temps. Et je vais te laisser la parole, Sabine, et puis je reste à côté de toute manière. Les questions, c'est pour la fin. On va pas te hacher ta présentation. Surtout que souvent, on a la réponse après avoir posé la question dans le webinaire même. Et donc, on garde ces questions-là pour la fin et on se garde un quart d'heure, 20 minutes après la présentation. Voilà. Je te laisse la parole, Sabine. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui en ce premier jour de juin, tout à fait estival. Et effectivement, j'ai des moineaux qui m'accompagnent. Ça sera toujours mieux que des bruits de camions ou de voitures dans la rue. Donc, je remercie Julien Roussel et Hervé Cabanel qui m'ont sollicité pour organiser ces webinaires. J'ai proposé les dermatoses inflammatoires parce que je pense que c'est ce que vous voyez le plus fréquemment en consultation au jour d'aujourd'hui. Et en rédigeant le plan, je me suis rendu compte qu'il fallait le scinder en deux parties pour bien appréhender les traitements. Il faut bien comprendre la physiopathologie et vous verrez que la peau est un organe éminemment complexe, très bien régulé
et que je remercie le laboratoire parce que j'ai appris beaucoup de choses en faisant la synthèse bibliographique. Et j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, abordable, compréhensible, parce que je peux vous dire que c'est quand même très compliqué. Donc, je sais que je m'adresse à un public très hétérogène. J'ai des collègues dermatologues qui m'écoutent, des médecins généralistes, des diététiciennes, des naturopathes. Donc, les parcours sont très divers. Mais par contre, les maladies de peau sont toujours les mêmes. Donc, vous allez voir comment on peut les appréhender et surtout dans la partie 2, quand on fera les traitements, il y a quand même beaucoup de nouveautés pour la prise en charge de ces dermatoses inflammatoires. Alors, le sommaire, le voici. On va parler un petit peu de l'inflammation physiologique, aiguë et chronique. On va revoir un peu les généralités sur la peau, donc un petit peu d'anatomie. La peau, c'est la première ligne de défense. On va reparler de l'exposome, du stress oxydant. Et puis, on va bien détailler la barrière mécanique, la barrière immune, la barrière microbienne. On parle maintenant de dysbiose cutanée. Vous allez pouvoir faire vraiment un parallèle avec l'intestin et la dysbiose intestinale. L'axe cerveau-peau est très important puisque la peau et le cerveau sont issus du même feuillet embryonnaire. Donc, ça communique dans les deux sens. Et de même que l'axe intestin-peau, on commence à voir beaucoup de publications très intéressantes. Et puis, j'ai choisi de parler de 4 dermatoses très fréquentes, l'acné inflammatoire, la rosacée, le psoriasis, la dermatite atopique, et que l'on verra en détail au niveau physiopathologie. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez les replays pour pouvoir réécouter parce qu'il y a beaucoup de notions nouvelles, beaucoup de termes un petit peu techniques, mais vous aurez les replays pour pouvoir le réécouter. Alors, l'inflammation physiologique, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction du système immunitaire face à une agression externe. Par exemple, vous avez ici une piqûre de moustique tout à fait banale. Donc, cette inflammation fait suite à des infections, qu'elles soient bactériennes, fongiques, parasitaires ou virales. Tous les facteurs physiques, les traumatismes, l'irradiation, les brûlures, la chaleur, le froid, on verra que ça a son importance dans les déclenchements de poussées de rosacée. Toutes les agressions chimiques, à part les acides, les bases, mais même les enzymes. Et les agressions immunologiques, que ce soit les réactions allergiques ou auto-immunes. Tout ça fait intervenir l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors, vous connaissez bien les 5 signes cardinaux, mais c'est surtout le 5e qu'on oublie et qui aura toute son importance ici dans la peau. Donc, bien sûr, la chaleur, la rougeur, l'œdème, la douleur, mais la perte de fonction. Et en matière cutanée, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la peau sera inflammatoire, la fonction barrière de la peau sera altérée. Donc là, on a déjà une notion très, très importante. Dès que c'est enflammé, il va falloir réparer la barrière. Donc, vous avez 2 types d'inflammation. L'inflammation aiguë, qui est une réaction anormale quand elle persiste. Les causes, c'est agression ponctuelle, on vient de le voir, les infections, les plaies, la lésion d'un tissu. On a donc ces 5 signes cardinaux. Et en général, il y a une résolution de l'inflammation avec élimination de l'agresseur, réparation des tissus, et ça ne laisse pas de traces de leur organisme. Cette inflammation est localisée, elle est peu étendue et elle dure quelques minutes à quelques jours. Mais bien plus souvent, on est confronté à une inflammation chronique, c'est quand l'inflammation n'a pas été résolue. C'est lié à des déséquilibres alimentaires, à une hyperperméabilité intestinale, une exposition à des toxiques, et on va voir une exposition à des toxiques, on va voir que dans la peau, c'est important, l'obésité. En général, il y a peu ou pas de signes apparents, c'est une inflammation froide, silencieuse. On parle d'inflammation à bas bruit ou l'inflammation systémique de bas grade. Et il y aura des dégâts fonctionnels, une dégradation des tissus qui est liée à l'apparition des maladies, cancer, diabète de type 2, Alzheimer. L'inflammation peut être localisée ou généralisée à l'ensemble de l'organisme. Et cette inflammation, elle dure quelques semaines, voire plusieurs années.
Alors, un petit rappel sur l'anatomie de la peau. Ça, c'est vraiment un schéma minimaliste et succinct. Donc, la peau comporte 3 couches. La plus superficielle, c'est l'épiderme, qui comprend les kératinocytes, les cellules de l'épiderme. Ensuite, nous avons le derme. Elle est séparée de l'épiderme par la jonction derbo-épidermique, qui a un rôle très important. Et la troisième couche, c'est l'hypoderme avec les adipocytes. Donc, ces tissus sont bien vascularisés et innervés. La vascularisation existe dans l'hypoderme et le derme, mais pas au niveau de l'épiderme. Donc ça, c'est important parce que tous les nutriments vont diffuser à travers la jonction dermo-épidermique au niveau de l'épiderme. Ne pas oublier ce qu'on appelle l'unité du follicule pilosébacé. Donc, c'est le poil auquel est annexée la glande sébacée sur la gauche. Vous voyez que la glande sébacée va sécréter son sébum tout au long du poil. À cette unité est connecté le muscle arrecteur du poil, que vous connaissez bien. Quand vous avez très peur ou très froid, vous avez les poils qui se hérissent et qui est dû à la contraction de ce muscle arrecteur du poil. Et puis, bien noter que la glande sudoripare, celle qui fait la sueur, est très différente de la glande sébacée. Et elle va directement verser sa sueur à travers le pore cutané. Donc voilà déjà un petit rappel important de l'anatomie de la peau. Alors la peau, c'est notre première ligne de défense, bien avant l'intestin. Vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'intestin, mais c'est quand même la peau qui est en contact avec l'environnement, exposée à diverses agressions, qu'elles soient physiques, chimiques ou microbiologiques. Et sa fonction principale, ça sera d'assurer une protection qui sera efficace grâce à une barrière mécanique, une barrière immune et une barrière microbienne. Alors, il faut rappeler un petit peu l'exposome. Ce sont des publications qui datent de 2013. L'exposome, c'est tous les facteurs environnementaux qui vont nous impacter au niveau de notre organisme et principalement au niveau de notre peau. Donc évidemment, on a les agressions solaires, on a la pollution de l'air, la mauvaise alimentation, le tabagisme qui fait des ravages sur la peau, le stress psychologique, le manque de sommeil et les changements de température. C'est ce qu'on appelle l'exposome et associés au génome vont activer des voies biologiques de signalisation. Alors, quel est l'impact de cet exposome sur la peau? Face aux agressions de l'exposome, la barrière cutanée va s'affaiblir. Le film hydrolipidique s'assèche et le microbiote se déséquilibre. On parle du microbiote cutané là. Hein. Donc, il va y avoir une augmentation de la perte insensible en eau. Donc, la perte insensible en eau, c'est l'eau qui part du corps vers l'extérieur. Donc, la peau se déshydrate, on a des tiraillements et les ridules commencent à apparaître. Ensuite, il y a une augmentation des radicaux libres avec une accélération du vieillissement prématuré. Le teint est terne, on a une perte d'élasticité avec des ridules plus marquées. Et puis, il y a une diminution des défenses cutanées. La peau réagit fortement avec les allergènes. Elle devient inflammatoire et sensible aux bactéries et aux virus pathogènes. Donc, vous commencez à comprendre que rien qu'avec les facteurs de l'exposome, la peau devient inflammatoire. Donc, voilà un exemple d'héliodermie. Ce sont les effets des UV sur la peau. C'est un homme de 69 ans qui est chauffeur de camion, qui a été surexposé pendant 25 ans du même côté du visage lors de sa conduite. Et on peut observer ce vieillissement sur son côté gauche à lui, avec ce relâchement cutané, ces rides profondes, qui est uniquement dû à l'exposition au soleil. Donc là, c'est quand même assez flagrant. Voilà un autre cas de jumelle de 61 ans. Celle de droite s'est exposée pendant 16 ans au tabagisme et à des expositions solaires répétées. Vous pouvez voir le stress oxydant sur sa peau avec toutes ces taches sur le visage et les plis cutanés au niveau du cou et les rides profondes déjà bien marquées.
Donc, ça sont des photos cliniques extraordinaires parce qu'on comprend le rôle des effets du tabac et des UV sur la peau. La pollution, les dommages de la pollution sur la peau sont de mieux en mieux connus. Beaucoup de particules dans l'air existent et vont altérer la barrière cutanée en entraînant une inflammation avec beaucoup de cytokines inflammatoires qui sont produites et activation de différentes voies de signalisation. Donc le stress oxydant dans la peau, vous l'avez compris, est bien dû aux rayons UV, aux produits chimiques, à la pollution, mais il ne faut pas oublier la production endogène de radicaux libres. La mitochondrie est très active dans la peau parce que la peau se renouvelle tous les 28 jours et l'inflammation de la peau, l'inflammation physiologique, va générer des radicaux libres. Donc, gros stress oxydant dans la peau. La barrière mécanique est assurée par les kératinocytes, c'est les cellules de l'épiderme, c'est ces petites cellules carrées qu'on voit à la jonction dermo-épidermique. Et il y a un processus de desquamation où les kératinocytes subissent différentes transformations pour devenir des cornéocytes. Ce sont ces cellules du stratum corneum qui est la couche la plus superficielle de la peau. Ces kératinocytes, ils vont produire de la kératine, qui est une protéine insoluble dans l'eau et qui va donc avoir ce rôle de protection. Donc, il y a un processus de desquamation permanent avec un renouvellement de l'épiderme qui est constant. Le cycle est de 28 jours. Donc, on comprend que cela va consommer de l'énergie, nécessiter beaucoup d'ATP. Et qui dit ATP dit le rôle crucial du magnésium, qui est le cofacteur de l'ATPase. Donc déjà, une notion importante à avoir, dans toutes les maladies de peau que vous allez rencontrer, quelles qu'elles soient, il va falloir prescrire beaucoup de magnésium à bonne dose pour que cette énergie soit apportée au niveau des kératinocytes, d'autant plus que les maladies de peau vont entraîner un stress important et vice-versa. Quand on est stressé, on va aggraver les maladies de peau telles que l'eczéma et le psoriasis. Donc, rôle très important du magnésium en dermatologie et c'est souvent oublié. Et puis, bien sûr, il va falloir apporter les micronutriments pour avoir des mitochondries fonctionnelles. Mais ça, on le verra lors de la partie 2 qui sera beaucoup plus thérapeutique. Mais je vous fais déjà un petit peu de teasing là. Alors, le stratum corneum, c'est donc cette couche la plus superficielle avec ses cornéocytes. Et il y a des lipides entre les cornéocytes. Donc, ils vont assurer cette barrière antimicrobienne, une barrière antioxydante. Et puis, ces lipides vont donner l'hydratation et renforcer la barrière mécanique. Alors, le film hydrolipidique, qui est sécrété au niveau de la surface de la peau, est constitué de 70%, la peau, pardon, est constituée de 70% d'eau. Alors, il y a 2/3 en profondeur dans le derme et 1/3 dans l'épiderme. Les lipides du stratum corneum ont un rôle de bouclier naturel pour lutter contre la pénétration des agressions extérieures et limiter la perte insensible en eau pour maintenir l'hydratation. Il faut empêcher que l'eau du corps ne s'évapore. Ça, c'est très important. Et on a cette dualité fonctionnelle indispensable au rôle de barrière. Ça doit vous rappeler la dualité de la barrière intestinale. De même, à l'inverse, quand vous vous mettez dans un bain, vous n'avez pas toute l'eau du bain qui rentre dans votre corps. Vous ne devenez pas un bibendum bonhomme Michelin parce que les kératinocytes jouent leur rôle de barrière perméable. Donc, ce film hydrolipidique comporte 2 phases, une phase aqueuse et une phase huileuse. Dans la phase aqueuse, la sueur va provenir de la perte insensible en eau et de la sécrétion sudorale, donc des glandes sudorales. Il y a plusieurs minéraux, du chlorure de sodium, du potassium, du calcium et du magnésium. On a des substances organiques telles que l'urée, les acides aminés, les acides lactiques et pyruviques. Donc déjà, vous commencez à comprendre la future composition des cosmétiques hydratants qui vont comporter souvent de l'acide lactique et de l'urée.
Et cette phase aqueuse, tous ces composants vont être responsables de l'acidité de la peau, pH 5,5, qui est très très important à préserver parce que cela donne des propriétés antimicrobiennes et va limiter les germes pathogènes. Donc ça, c'est très important et vous verrez qu'on a changé un petit peu nos concepts. Et il faut absolument garder cette acidité de la peau et pas prendre des pH trop alcalins. La phase huileuse, c'est le sébum qui est sécrété par les glandes sébacées et qui va contenir du cholestérol. Donc, il faut avoir un taux de cholestérol important dans l'organisme, d'autant plus qu'il va servir à la synthèse de vitamine D suite à l'exposition au soleil dans la peau. Donc, ce film hydrolipidique va garantir le caractère imperméable de la peau. Alors, la matrice lipidique de ce stratum corneum est composée de céramides à 45%. Donc, vous savez, il y a beaucoup de cosmétiques qui contiennent des céramides et on comprend pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi des sphingolipides. Ça comporte une base sphingoïde et des acides gras. On décrit 12 sous-classes dans la peau, donc je ne peux pas venir en détail de tous ces céramides. C'est vraiment de la cosmétologie pointue. Cette matrice lipidique contient du cholestérol et des acides gras libres saturés, 15%, qui sont, pour lesquels il y a une synthèse de novo. Donc il y a de l'acide palmitique, de l'acide stéarique, de l'acide oléique, de l'acide béhénique et de l'acide lignocérique. Et vous voyez que dans une peau saine, on a beaucoup de céramides naturelles, que dans une peau sèche, il y en a un peu moins, dans une peau endommagée, encore moins. Et dans une peau atteinte de dermatite atopique ou d'eczéma, il y en a encore moins. On verra plus tard pourquoi. Alors, composition du sébum, j'ai bien aimé cette photographie en microscopie électronique où on voit la goutte de sébum annexée au poil. Donc, le sébum contient des glycérides, des acides gras, des cires, du cholestérol et des squalènes. Ça aura son importance dans l'acné parce qu'il y a une modification qualitative et quantitative du sébum dans l'acné. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le métabolisme des lipides cutanés, c'est que la synthèse d'acides gras à longue chaîne est minimale dans la peau par absence d'enzymes. On n'a pas de delta 5 et delta 6 désaturase dans la peau et on n'a pas de delta 6 et delta 5 élongase. Donc, les acides gras doivent donc être apportés obligatoirement par l'alimentation, mais à condition d'avoir une delta 6 désaturase hépatique fonctionnelle. Donc, petit rappel à droite, pour avoir une delta 6 désaturase fonctionnelle pour dégrader nos oméga 3 et nos oméga 6, il faut apporter tous les cofacteurs, donc la vitamine B3, la vitamine B6, la vitamine C, magnésium et zinc. Donc, beaucoup de facteurs font que cette enzyme hépatique ne fonctionne pas. Le vieillissement, le cortisol, donc tout ce qui est stress, l'adrénaline, le diabète, l'alcoolisme, des acides gras trans et certains acides gras saturés, la dermatite atopique, vous voyez, en fait partie, le syndrome prémenstruel, l'arthrite, le rhume et les maladies cardiovasculaires. Donc, je profite de ce schéma que vous devez connaître pour dire qu'il y a une compétition enzymatique entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc, c'est vrai que l'on prescrit beaucoup d'oméga 3, on conseille beaucoup d'oméga 3, surtout dans les pathologies inflammatoires et surtout dans la peau. Mais il va falloir compenser aussi avec des oméga 6 parce que tout est une histoire d'équilibre et il va falloir beaucoup de GLA et des GLA qui sont les oméga 6 de la peau, en particulier l'huile de bourrache et l'huile d'onagre. Mais on y reviendra dans la thérapeutique. Mais souvent, il faut un juste équilibre des deux. Et on verra que dans les oméga 6, on va aller chercher les prostaglandines de type 1 qui sont anti-inflammatoires et certaines résolvines. La barrière immune elle va détecter et reconnaître les agressions externes. Vous avez des récepteurs de danger qu'on appelle les TOL et les NOD. On va protéger avec des molécules de défense qui sont spécifiques à la peau et on va surtout transmettre l'information. Alors, cette barrière immune est assurée à nouveau par les kératinocytes, mais aussi par les cellules de Langerhans.
Les kératinocytes sont équipés de ces récepteurs qu'on va voir en détail, les tôles et les nodes. Alors, les maladies inflammatoires sont liées à une dérégulation du système immunitaire, mais c'est modulé par beaucoup de facteurs, par le polymorphisme génétique, par l'environnement, on vient de le voir, par l'épithélium, le neuropsychisme, donc les liens avec le cerveau, le microbiote, aussi bien cutané qu'intestinal, et le métabolisme. Donc tout ça vont être des facteurs qui vont jouer sur l'immunologie de la peau. Petit rappel très succinct sur le fonctionnement du système immunitaire. Donc vous allez avoir un premier contact avec des bactéries et des virus qui vont contaminer la peau et entrer, il va y avoir une pénétration des micro-organismes dans le corps. Donc, il va y avoir une réaction inflammatoire avec une reconnaissance de l'agent pathogène par les cellules sentinelles qui vont sécréter donc des médiateurs inflammatoires. Il va y avoir une phagocytose et on va essayer d'éliminer l'intrus grâce aux cellules naturelles killer. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée et c'est la première ligne de défense. Mais quand ça ne suffit pas, cela va faire appel à l'immunité adaptative qui est plus lente et qui prend quelques jours à se mettre en place. On va avoir les lymphocytes B qui vont reconnaître les spécificités d'antigènes et qui vont faire fabriquer des anticorps contre l'intrus et qui vont essayer de détruire la cellule infectée. Donc c'est vraiment très très schématisé, évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors voilà les cellules immunitaires cutanées. Donc tout d'abord les cellules innées à gauche, les cellules dendritiques, on a des macrophages, on a des natural killers et on a les polynucléaires neutrophiles et eosinophiles. Et quant aux cellules immunitaires adaptatives, elles font appel aux lymphocytes T, CD8 cytotoxiques, qui vont tuer les cellules infectieuses ou cancéreuses. On a les lymphocytes T CD4 auxiliaires qu'on appelle les T-helpers qui sont impliqués dans l'immunité à réponse cellulaire et qui vont créer une inflammation. Alors on a la voie des TH1 qui va être activée dans les connectivites, TH2 dans l'atopie et TH17 du psoriasis. Et on a les lymphocytes B qui sont impliqués dans l'immunité à réponse immorale qui vont stimuler les plasmocytes pour aller fabriquer des anticorps. Donc, on a des cellules particulières dans la peau que vous voyez ici au repos. Vous retrouvez les cellules dendritiques, les cellules de Langerhans, les CD4, les natural killers, qui sont prêts à intervenir et qui sont là, qui sont sous la peau. Mais dès qu'il y a un traumatisme, des rayons UV, des irritants, des infections, toute l'immunité s'active avec les cellules dendritiques qui vont aller présenter l'antigène, vont activer une expansion clonale et il va y avoir une sécrétion des cytokines inflammatoires qui elles-mêmes vont aller activer les kératinocytes, vont aller s'enflammer et ça va entraîner un épaississement de la peau. Donc on a déjà une partie du mécanisme qui est expliquée ici. Donc, petit rappel sur les voies TH1, TH2, TH17 et T-règles. Donc, selon la voie des T-helpers qui sera activée, vous allez avoir certaines cytokines qui seront émises. Donc ça, c'est important parce que vous savez que beaucoup de maladies de peau sont traitées maintenant avec des anticorps monoclonaux et on va les cibler des cytokines spécifiques comme l'IL-17, l'IL-22. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place dans les thérapeutiques au jour d'aujourd'hui. Alors, l'immunité innée, elle est basée sur la reconnaissance des profils moléculaires qu'on appelle les PAMS et les DAMS. Vous avez dû en entendre parler et il y en a des spécifiques au niveau de la peau. Donc, les PAMS, ils vont reconnaître des pathogènes, comme par exemple le lipopolysaccharide, qui est une partie de la membrane des bacilles Gram-, et les dangers, les DAMS, vont reconnaître des cellules endommagées, des cellules stressées, des cellules cancéreuses ou des polluants. Donc, que ce soit les DAMS ou les PAMS, ils vont aller activer les voies de l'immunité innée
il va y avoir une transcription génique du facteur de l'inflammation qui est le NF-kappa B. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Vous aurez les schémas à votre disposition, mais ça, c'est la base de l'immunité innée qui est adaptée à la peau parce que les DAMS, on les appelle les alarmines du type TH2. Donc, en fait, ces kératinocytes vont sécréter des substances inflammatoires qu'on appelle des alarmines. Ce sont des DAMS, donc des motifs associés au danger. Et il y en a 3 spécifiques que je vous ai décrits. Donc le TSLP, thymique stromal lymphopoïétine, qui est en cause dans le prurite et la dermatite atopique. On va avoir l'interleukine 25 et l'interleukine 33. Donc vous voyez, ça se précise un peu. Les récepteurs cutanés, donc vous avez les toll-like récepteurs qui sont des récepteurs membranaires. Donc vous avez surtout le 4 qui est activé par les LPS et puis surtout les 2. Et puis vous avez les node-like qui sont des récepteurs au niveau du cytosol de la cellule qui va activer l'inflammasome qui est un complexe protéique et il va s'ensuivre une transcription du facteur inflammatoire NF-kappa B. Alors, voici résumé ici les mécanismes de l'immunité innée. Il va falloir d'abord détecter par des capteurs le danger. Donc, on va reconnaître les motifs moléculaires. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les toll-like récepteurs sur les membranes plasmiques et intracellulaires et il y a les node-like récepteurs dans le cytosol. Donc, on va reconnaître les pathogènes, les débris cellulaires. Ceci est transmis dans une machinerie intracellulaire qu'on appelle le signalosome, qui va activer l'inflammasome avec ce fameux facteur de transcription NF-kappa B qui est à l'origine de tous les phénomènes d'inflammation et de cytokines inflammatoires. Donc la réaction, c'est la réaction inflammatoire, libération de cytokines et de peptides antimicrobiens. Donc, les molécules de défense, la peau va se défendre face à ses agresseurs et elle va sécréter des peptides antimicrobiens qui sont spécifiques à la peau. Donc, ces peptides antimicrobiens vont avoir une activité lytique sur la membrane bactérienne. Alors, on décrit dans les peaux de psoriasis, on a la psoriasine qui est active contre l'Escherichia coli. La dermcidine qui vient des glandes sudoripares. On a la RNase 7 qui est active sur les entérocoques, entérobactéries Gram+. Bêta-défensine 2 active sur les Gram-, bêta-défensine 3 active contre le Staphylocoque aureus qui est mise en cause dans la dermatite atopique. Et puis les catélécidines qui vont sécréter un peptide qu'on appelle le LL37 et qui est mis en cause dans la rosacée. Alors je sais que ça fait beaucoup de noms nouveaux pour vous, mais vous verrez qu'en thérapeutique, c'est très important parce qu'on va les retrouver dans les traitements, les cosmétiques. On va essayer d'agir sur ces peptides antimicrobiens. Alors, juste, Sabine, je profite qu'on est à peu près à la moitié de la présentation pour dire qu'il y a un parallèle qui est juste incroyable entre le système intestinal et le système cutané. On retrouve les mêmes fonctions, les mêmes peptides antimicrobiens. Mais oui, parce que c'est une fonction de barrière. Donc, les cellules se ressemblent énormément, mais elles se sont différenciées, l'une dans l'intestin et l'autre dans la peau. Ah ouais. Alors, moi, j'aime bien ce schéma parce qu'on voit les peptides antimicrobiens constitutifs, la psoriasine au niveau de la peau qui est là, qui est quiescent. Et puis, il y a des peptides antimicrobiens qui sont inductibles, qui vont être induits quand les micro-organismes vont rentrer dans la peau. Et il va y avoir toutes ces cytokines inflammatoires qui vont être sécrétées, générées, entraîner la réponse inflammatoire. Donc, on voit que c'est un système qui est très sophistiqué. Clairement. Alors, la barrière microbienne, donc le microbiome cutané est en équilibre permanent avec l'immunité innée. C'est la première ligne de défense rapide, mais qui, on l'a vu, est peu spécifique et sans mémoire immunitaire. Par contre, l'immunité adaptative, elle va assurer une défense beaucoup plus lente, mais plus efficace, car plus spécifique contre les agents pathogènes. Elle est liée aux lymphocytes T et aux lymphocytes B avec mémoire. Alors, les généralités sur le microbiome cutané, donc c'est la première barrière protectrice. Il y a 1 million de bactéries par centimètre carré, on n'est pas tout seul.
Et ce microbiome est présent dans l'épiderme, le derme, l'hypoderme, mais aussi dans les glandes sébacées et sudorales et dans la gaine des poils, comme le montre ce schéma. Donc, il est composé de bactéries, de virus, de champignons, de levures, d'archées et d'acariens qu'on appelle mites en anglais. Et les acariens, ça va être le démodex mis en cause dans la rosacée. Les bactéries, il y a 1000 espèces réparties en 3 phyla, c'est à peu près un petit peu équivalent à l'intestin. Donc, il faut qu'on précise un petit peu la sémantique. Quand on parle de microbiote, c'est l'ensemble de micro-organismes vivants qui est présent dans un tissu, donc ici la peau. On a des bactéries commensales et symbiotiques et des bactéries pathogènes. On a une flore résidente, une flore transitoire, et ces bactéries sont identifiées par des cultures. Mais en fait, le grand progrès a été l'identification par biologie moléculaire qui caractérise le microbiome. C'est donc un ensemble des gènes des micro-organismes du microbiote, c'est leur patrimoine génétique. Et en fait, on s'est servi de l'amplification de l'ADN qui code pour l'ARN de la sous-unité 16S des ribosomes bactériens. C'est par cette technique qu'on va pouvoir déterminer le patrimoine génétique des bactéries. Et du coup, on a mis en évidence une grande diversité de germes qui étaient insoupçonnés, avec des répartitions différentes sur les zones. Parce que quand on les mettait en culture, on ne pouvait pas avoir toutes les bactéries en culture. Donc voilà une composition succincte, mais qui est déjà pas mal, de la flore résidente et de la flore transitoire de la peau. Donc il y a des bactéries que vous allez reconnaître. Les coccygrammes positifs, le staphylocoque épidermidis, on va voir, c'est un staphylocoque qui est essentiel à la peau, qui est un bon staphylocoque. On a des corinébactéries, on a des bacilles gram négatifs, on a les acariens, vous voyez ce démodex. Les levures Malassezia, vous connaissez, c'est le fameux Pityriasis versicolor, ce champignon qu'on attrape sur le torse qui devient soit marron, soit orangé, soit taches blanches sur le torse, c'est la Malassezia. Les virus, il y a le papillomavirus humain, mais il y en a d'autres, il y a l'herpès virus notamment. Les bactéries, donc le staphylocoque doré, qui est donc une bactérie pathogène qui va poser beaucoup de problèmes dans la dermatite atopique. On peut avoir du pseudomonas et puis bien évidemment les levures, en particulier le Candida albicans. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la composition du microbiote est différente selon que l'on soit sur une zone séboréique, une zone humide de la peau ou une zone sèche. Donc, la répartition des bactéries n'est pas du tout la même selon la localisation sur la peau et ça aura une incidence au niveau des traitements. Alors, il faut avoir un microbiote cutané diversifié qui est garant d'une peau saine. Sa diversité est associée à une large colonisation de la peau et laisse peu de place aux germes pathogènes. Donc, c'est l'occupation de l'espace. C'est un peu comme dans l'intestin. Il nous protège des agents pathogènes transmis par l'environnement. Les bonnes bactéries commensales produisent ces peptides antimicrobiens à activité bactéricide contre les germes indésirables. Elles consomment les ressources disponibles, donc c'est le gîte et le couvert. Faute de place disponible et de nourriture, peu de chances que d'autres sources viennent coloniser la peau. Donc, important d'avoir un microbiote cutané diversifié. C'est comme dans l'intestin. La biodiversité est corrélée à un état d'équilibre permettant une homéostasie cutanée et qui va donc limiter ces phénomènes inflammatoires. Mais c'est un équilibre fragile. Les bactéries sont en dialogue constant entre elles et avec leur hôte, la peau. Il y a une mutualisation des bénéfices entre l'hôte et le microbiote. L'hôte va entretenir les bactéries et va tirer bénéfice du microbiote cutané qui va façonner la fonction immunitaire de la peau. Une peau saine, c'est un équilibre entre un microbiote cutané diversifié, un système immunitaire efficace et une intégrité de la barrière cutanée. Donc, vous voyez, ça va être très, très important de savoir ça pour la prise en charge efficace. C'est toujours le même triptyque entre l'intestin et la peau. Franchement, le parallèle est incroyable. L'homéostasie cutanée, donc, c'est un état d'équilibre des constantes physiologiques. Mais dès que la peau est stressée ou un stress
nerveux ou un stress oxydatif, qui a des radicaux libres, des UV, et vous allez avoir de l'hyperpigmentation, de la rougeur, la peau va desquamer, elle va dessécher. Voilà, il y aura des troubles de la pigmentation. Alors, que se passe-t-il quand on a une attaque de bactéries pathogènes? Les bactéries commensales protègent des pathogènes en rentrant en compétition pour les nutriments et en sécrétant des bactériocides. On a vu que c'était la loi du gîte et du couvert. Hein. Donc, elles vont induire aussi l'expression d'interleukine 17 par les lymphocytes T et elles vont induire ces peptides antimicrobiens. Donc là, on le voit bien sur ce schéma. Hein. Toutes les références que je vous ai mis en bleu, en italique, en bas, sont en accès libre sur Internet. Si ça vous intéresse, si vous voulez approfondir, vous aurez accès à cette bibliographie. Alors, le microbiote est un collaborateur du système immunitaire. Il va donc contribuer au développement et à la maturation du système immunitaire. Donc, la mise en place au tout début de la vie des mécanismes de tolérance immunitaire pour reconnaître le soi du non-soi va éviter les maladies auto-immunes et va coïncider avec la colonisation du staphylocoque épidermidis, qui lui est une bonne bactérie commensale. Donc, il va y avoir une relation symbiotique entre le microbiote cutané et le système immunitaire. Et ce staphylocoque épidermidis va moduler la production par les cellules de l'épiderme de molécules de communication impliquées dans la maturation des cellules immunitaires. Donc on voit que tout communique. Lors d'une blessure superficielle, les bactéries commensales vont jouer plusieurs rôles. Elles vont d'abord pénétrer dans la lésion et activer la réponse immunitaire, sans risque car peu virulente. La défense est enclenchée, on est protégé contre des envahisseurs plus dangereux. Donc elles vont attirer les kératinocytes pour favoriser leur multiplication. Il va y avoir donc une accélération de la cicatrisation de la plaie. Et quand les cellules mortes ou abîmées vont causer une réaction inflammatoire, le staphylocoque épidermidis est capable d'inhiber ce processus et va diminuer la réponse immune excessive. Donc vous voyez, c'est quand même très sophistiqué. Hein. Alors, bien sûr, on décrit une dysbiose cutanée dans les pathologies cutanées. Il y a une étroite corrélation entre la diminution de la diversité bactérienne et la sévérité des symptômes. On a vu qu'il y avait une augmentation de la sécheresse, une irritation, une inflammation. La prépondérance de mauvaises bactéries sur les bonnes serait alors l'origine d'un déséquilibre qu'on connaît, c'est la dysbiose. D'où l'intérêt de ne pas enlever le microbiote et encore moins de le stresser. Les bactéries communiquent entre elles et avec la peau. Donc, agir sur le microbiote cutané est la nouvelle arme pour les peaux saines en cosmétologie, restituer la fonction barrière. Et vous verrez dans la partie 2 qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui comprennent des pré- et des probiotiques pour nourrir les bonnes bactéries. Donc, c'est une révolution actuellement en cosmétologie. Ça a vraiment des impacts très importants sur la mise au point des traitements. Hein. Donc, encore un autre schéma pour vous montrer l'altération de la barrière cutanée quand il y a une dysbiose. Donc, on a une diminution de la diversité bactérienne avec le staphylocoque doré, celui-là, le pathogène, qui augmente, la perte insensible en eau qui augmente, et les cellules de Langerhans qui sont activées avec cette inflammation et cette barrière altérée avec, vous voyez, en plus une augmentation du pH. J'aime bien le titre de cet article, voilà, le secret de la vie sur votre peau, vous ne marchez pas tout seul. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur l'axe cerveau-peau, mais c'est un sujet passionnant. On décrit ce système neuro-endocrino-immunocutané. C'est un concept qui explique l'influence du psychisme dans le maintien de l'homéostasie cutanée et dans le déclenchement des poussées de psoriasis et de dermatite atopique. Donc, ce que je vous disais, c'est que le cerveau et la peau sont issus du même feuillet embryonnaire, à savoir l'ectoderme, et il y a une communication bidirectionnelle. Et je pense que vous l'avez bien vu avec l'épidémie de Covid, où les gens étaient tellement stressés qu'ils ont aggravé leur maladie de peau, tout ce qui est psoriasis, eczéma, voire ils en ont déclenché. Et plus ils étaient stressés,
plus ils aggravaient leur maladie de peau et plus ils étaient stressés parce que c'était affligeant à voir. Donc, ça communique, mais ça, c'est vraiment un autre sujet passionnant. Alors, voilà un autre sujet passionnant. L'axe intestin-peau, on le connaît depuis longtemps, depuis 1930, mais vous verrez que les publications sont beaucoup plus récentes et l'évidence de cet axe est très récente. Donc là, vous avez un article de 2021 qui montre que quand au niveau de l'intestin, vous avez un déséquilibre du microbiote, une couche de mucus qui est réduite, des IgA diminués, une barrière interrompue, on va avoir une perméabilité intestinale vers le sang et une inflammation intestinale, et ça va entraîner au niveau de la peau un déséquilibre du microbiome, une production de peptides antimicrobiens qui va être diminuée. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une éruption, des lésions, un épaississement et une inflammation de la peau. Donc là, vous avez tous les mécanismes axe intestin-peau. Et là, j'ai trouvé dans un article beaucoup plus récent de 2022, vous voyez que c'est quand même vraiment récent, l'impact de microbiote intestinal sur la santé de la peau. Eh bien, c'est exactement les mêmes mécanismes expliqués un petit peu différemment. Vous allez avoir une altération de la composition du microbiote, la dysbiose, tout en bas, donc la partie A. La partie B, c'est la dysbiose intestinale avec les toxines, les neurotransmetteurs, les cellules immunitaires qui sont altérées, qui vont affecter la peau saine, qui elle-même devient dysbiotique. Et donc, la dysbiose cutanée déclenche l'inflammation cutanée et les dermatoses. Alors, je vous ai listé ce qui est prouvé au jour d'aujourd'hui dans cet axe intestin-peau, le psoriasis, la dermatite atopique, l'acné, la rosacée, l'alopécie areata, autrement dit la pelade, et l'hydradénite suppurée, maladie de Verneuil. Donc voilà les maladies pour lesquelles on a des publications qui prouvent cette relation entre l'intestin et la peau, mais vous imaginez que toutes les autres dermatoses sont liées. Donc ça, vous pourrez étudier ce schéma parce que vraiment, il résume toute la prise en charge future que l'on va faire au niveau des maladies de peau. C'est vraiment une révolution. Alors, la dysbiose cutanée, dans l'acné, c'est le Cutibacterium acnes qui est responsable. Dans la dermatite atopique, c'est le staphylocoque doré. Dans la rosacée, c'est le démodex, ce petit acarien. On parle de démodécidose. Et dans le psoriasis, c'est les protéobactéries. Alors, maintenant, on va aborder la physiopathologie de ces 4 dermatoses, un petit peu en détail, pour pouvoir mieux appréhender la prise en charge plus tard. Alors, j'espère que je ne vous saoule pas avec tous ces nouveaux mots et tous ces mécanismes très complexes. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum. Mais vous inquiétez pas, vous aurez les schémas, vous aurez le replay. Ça demande à être travaillé pour pouvoir appréhender ensuite la partie 2 pour mieux comprendre les traitements et ce que l'on va faire exactement. Alors l'acné, vous connaissez tous, c'est une étiologie multifactorielle. C'est une inflammation chronique de ce qu'on appelle l'unité pilosébacée. Donc je vous rappelle que la glande sébacée est annexée au poil. On l'a bien vu dans le schéma tout à l'heure. Donc en fait, c'est une augmentation des androgènes qui va stimuler la prolifération de ces cellules, des kératinocytes. Ça va augmenter la sécrétion de sébum et il va y avoir une croissance des glandes sébacées. Alors, il va s'en suivre une prolifération anormale de ces cellules, des kératinocytes, qui vont donner les comédons, c'est ce qu'on appelle les points noirs, l'inflammation de ces follicules pilosébacés, une colonisation bactérienne par cette bactérie Cutibacterium acnes, et maintenant la Western Diet est bien mise en cause dans l'acné, qui est considérée comme une maladie de civilisation. Dans certains pays qui n'ont pas accès à cette Western Diet et qui mangent des céréales, des légumes, des fruits qui sont restés chasseurs-cueilleurs, ils ne connaissent pas l'acné. Alors, voilà une publication Princeps de 2015 de Bodo Melnik qui met en avant les mécanismes physiopathologiques du rôle de la Western Diet qui va stimuler cette voie TH17. Donc vraiment, ce schéma est très très important pour comprendre les mécanismes de l'acné
et pour pouvoir donner des conseils alimentaires à vos acnéiques. Parce que la Western Diet, qui comprend les produits laitiers de vache, les graisses saturées et les sucres à index glycémique élevé, vont activer une voie de signalisation qu'on appelle mTOR, dont on a parlé déjà avec Oronalis. Bruno Lacroix nous a fait un magnifique webinaire sur la signalisation mTOR. Et en fait, c'est quand cette voie est suractivée, il va y avoir l'insuline growth factor et l'insuline qui vont être élevées avec activation donc, de cette voie mTOR et qui va entraîner une modification du sébum en quantité et en qualité avec une lipogénèse, la formation des comédons, la prolifération de la bactérie en cause, l'activation des toll-like récepteurs de type 2, l'inflammasome et la voie TH17 activée. Donc voilà, s'il y a une diapositive à retenir, c'est peut-être celle-là, parce que vous pourrez déjà donner des conseils à tous vos acnéiques où il va falloir arrêter les produits laitiers de vache et travailler avec des index glycémiques bas et rechercher une insulinorésistance. Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de récepteurs sur la glande sébacée. Et en particulier, c'est le récepteur à l'IGF-1 qui est stimulé par les sucres à index glycémique élevé et les produits laitiers de vache. Donc moi, j'expliquais ça à mes patients en disant, ben voilà, c'est pas compliqué, il y a un récepteur sur la glande sébacée. Dès que vous mangez du sucre, de la nourriture industrielle et des produits laitiers de vache, vous allez stimuler votre glande sébacée, votre acné. Donc, ils comprenaient très vite et très bien. Et vraiment, ces conseils alimentaires sont très, très efficaces sur l'acné. En 6 semaines, vous allez diminuer une acné inflammatoire. Donc, la substance P est libérée au cours du stress. Le sébum, ben, vous le savez, c'est un émonctoire pour éliminer les graisses. Et l'acné est considéré comme un syndrome métabolique de la glande sébacée. Donc là, je vous ai tout dit. C'est Melnick qui a intitulé un article comme ça. Donc, qui dit syndrome métabolique dit les comorbidités associées et l'insulinorésistance. Et puis, bien sûr, il va falloir stimuler la détoxification hépatique, qui sera un pilier important à traiter. Alors, on rappelle qu'il y a un lien entre l'inflammation et l'insulinorésistance. L'inflammation va activer les voies de l'insuline et vice-versa, l'insuline va activer les voies de l'inflammation. Donc, une des manières de traiter l'insulinorésistance, en dehors de diminuer les indices glycémiques élevés des carbohydrates, il va falloir traiter l'inflammation. Donc, des oméga 3, des huiles de colza, des petits poissons gras et des oméga 3 en complémentation quand il en manque dans le sang. Donc, ça sera une des façons de traiter l'insulinorésistance. Alors, le rôle de Cutibacterium acnes, pour ceux qui connaissent, ça s'appelait avant Propionibacterium acnes. Elle a changé de nom il n'y a pas très longtemps. On a préféré l'appeler Cutibacterium. Donc, elle joue un rôle majeur dans la physiopathologie de l'acné. On va décrire 6 phylotypes. Et dans l'acné, ça sera le phylotype 1A1 qui est le plus souvent retrouvé, associé à une perte de diversité microbienne. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire un parallèle avec l'intestin. A contrario, dans la peau saine, on aura une plus grande diversité de phylotypes et on aura un plus grand nombre de type 2 qui sera retrouvé. Donc, l'effet sera bénéfique parce qu'il va diminuer la colonisation de staphylocoque doré, qui est toujours là, qui est sans, quelle que soit la maladie. Et en fait, il y aura une production d'un biofilm qui sera un vecteur de virulence qui contribue à l'échec des antibiotiques. Alors, on a un nouveau concept d'écobiologie cutanée. Les sous-types de Cutibacterium acnes ont des propriétés inflammatoires différentes. Des facteurs spécifiques de l'hôte participent à la pathogénie de l'acné. Les ados acnéiques ont une augmentation de cette bactérie, ça va stimuler l'inflammation, c'est associé à des concentrations hormonales élevées et à une hyperséborrhée. La peau est un écosystème en évolution où vont interagir l'hôte humain et les micro-organismes dans un environnement particulier. Tout le monde ne fait pas de l'acné. Il y a des peaux à tendance acnéique.
Alors, acné et intestin, donc vous voyez une publication de 2022. Donc, rechercher la candidose fréquente parce qu'ils ont souvent été traités par des cures de tétracycline répétées. C'est pas de notre faute, hein, c'est les recommandations de l'HAS au jour d'aujourd'hui. Donc, on nous demande de faire des cures répétées de tétracycline. C'est comme ça. La tétracycline est utilisée dans l'acné à titre anti-inflammatoire, pas tellement à titre antibiotique. Mais c'est surtout pour son rôle anti-inflammatoire sur la glande sébacée. Mais quand on connaît les dégâts sur le microbiote intestinal, qu'il va falloir réparer par la suite. Déjà, une petite notion, les acnées tardives chez la femme de 35-40 ans, c'est souvent des candidoses digestives. Hein. Recherchez la candidose, traitez la candidose et l'acné disparaîtra. Hein. 40% des acnéiques ont une hypochloridrie, donc ça, il va falloir la dépister. Ça va favoriser une flore de putréfaction par non-digestion des protéines. Ça va favoriser la migration des bactéries du côlon vers le grêle et déclencher un SIBO qui va augmenter la perméabilité intestinale et augmenter l'inflammation cutanée. Donc, vous voyez, on ne s'en sort pas. Hein. Donc, il y a une corrélation entre la dysbiose intestinale et l'acné. Il y a une diminution significative des bactéries que vous voyez là, une augmentation des protéobactéries. Et encore une fois, la voie mTOR activée par les indices glycémiques élevés et les acides gras saturés qui génèrent l'acné. Donc voilà, vous avez déjà des pistes de prise en charge pour vos patients acnéiques. Donc, je vous ai remis une petite diapositive pour savoir dépister une candidose intestinale. Vous avez énormément de symptômes qui ne sont pas toujours pathognomoniques d'une candidose, mais il faut savoir repérer les troubles du transit, les ballonnements, les ruptations, la fatigue physique et psychique, parce que la candidose, le candidat va sécréter du tartarate qui va prendre la place dans le cycle de Krebs et du coup, on sera plus efficace et les mitochondries seront plus efficaces et on sera du coup très fatigué. Donc, on aura des envies irrépressibles de sucre. Le candidat se nourrit de sucre. Plus vous lui en donnez, plus il se développe. On aura des troubles de l'humeur, surtout sur l'axe dopaminergique. On aura des troubles cognitifs avec ce cerveau dans le brouillard, des difficultés de concentration, des migraines, des céphalées, des rhinites, un prurite sur la peau, des rougeurs des plis. La perlèche est souvent liée à une candidose. Au niveau gynécologique, on peut avoir des brûlures, des pertes blanches, des démangeaisons vulvaires. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de signes cliniques très différents. Le problème, c'est que quand on demande une coproculture, elle est souvent négative. Et il vaut mieux demander des métabolites organiques urinaires fongiques qui vont dépister les métabolites qui sont sécrétés indirectement par le candidat. C'est un examen qui est beaucoup plus fiable. Alors, voilà, on a passé l'acné. J'espère que ça va. Vous êtes toujours là. Et donc, on va maintenant expliquer un petit peu les mécanismes de la rosacée. Donc, vous comprenez qu'il faut bien revoir la physiopathologie pour comprendre un petit peu les futurs traitements que l'on va mettre en place. Donc, dans la rosacée, on décrit classiquement 4 stades. Bon, il y en a plus parce que là ne figure pas la rosacée oculaire. Mais déjà, au niveau de la peau, vous avez ce stade d'érythrose où vous avez ces rougeurs du visage et ce qu'on appelle les flushs, où subitement vous devenez rouge en passant du chaud au froid ou avec un petit verre d'alcool. Vous avez la couperose avec ces petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des télangiectasies qui sont dilatés. Donc, ça sera un très bon traitement pour le laser vasculaire. Vous avez le stade papulopustuleux et le dernier stade qu'on appelle le rhinophyma, qui est une hyperplasie des glandes sébacées qui vous donne ces nez en patate. Donc, vous comprenez que pour éviter ce stade, il va falloir prendre en charge la couperose au tout début. On va voir qu'il y a de nombreux facteurs déclenchants. Il y a les micro-organismes, les agents chimiques, l'alimentation, les expositions climatiques pour les gens qui passent du froid au chaud. Et ici, moi, je réside en Haute-Savoie, on en a beaucoup, hein, plus qu'en Normandie peut-être. Il y a un patrimoine génétique avec des gènes très spécifiques qui sont mis en cause.
Donc, la réponse immunitaire, on l'a vu, va entraîner une inflammation. Il va y avoir un dérèglement neurovasculaire qui va causer ce qu'on appelle ces flushs. Et il va y avoir une angiogénèse avec ces téléangiectasies que l'on voit sur la photo de droite. Et au stade 3, qu'on voit plus rarement maintenant, ce sont ces rhinophyma. Ça se traite au laser CO2. Hein. On va sculpter le nez avec un laser CO2. Alors voilà tous les facteurs en cause. Donc les facteurs déclenchants, c'est surtout les radiations UV, le démodex. D'autres bactéries sont en cause, la chaleur, le stress. On a une prédisposition génétique à gauche avec des gènes très précis et les maladies associées. Vous voyez qu'il y a les désordres de maladies inflammatoires de l'intestin, des comorbidités associées, cardiovasculaires, diabète, des maladies neurodégénératives et des désordres neurologiques. On a une dysrégulation de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Donc, on retrouve là la catélicidine et le peptide LL37. Je vous en parle parce qu'on le verra dans des cosmétiques plus tard. Et puis, on a toute la dysrégulation neurovasculaire, donc avec notamment la substance P. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complexe. Vous allez le voir ici dans ce schéma. J'ai bien aimé ce schéma parce que ça vous montre un petit peu les mécanismes moléculaires et surtout le mode d'action des traitements qu'on va utiliser. Donc, quand ces fameux récepteurs membranaires, les TOL-LAC2, seront activés à gauche, ça va entraîner une augmentation de la sérine protéase qui va toujours entraîner la sécrétion de ce peptide LL37. On va avoir une interruption de la barrière épidermique, on va avoir de la vasodilatation et on va avoir de l'inflammation. Alors, en dessous de l'inflammation, vous voyez un petit peu les crèmes au métronidazole sont très efficaces. On peut parfois être amené à donner du flagyl. Mais on a aussi, vous voyez, l'ivermectine en crème. C'est une crème qui s'appelle le Solantra et qui contient de l'ivermectine pour aller traiter ce petit démodex. Donc, quand on voit tous ces facteurs déclenchants, donc on voit ce démodex, on voit la chaleur, on voit le stress, les irritants, les UVB, tout ça va activer des voies de signalisation très particulières, vont activer l'inflammasome, entraîner de l'inflammation neurogénique, une angiogénèse et une vasodilatation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complexe. La rosacée, ça n'a rien à voir avec l'acné. Donc, c'est pour ça que maintenant, on appelle rosacée et non plus acné rosacée. Il ne faut pas confondre. Alors, on nous a toujours enseigné qu'il y avait des troubles intestinaux qui accompagnaient la rosacée. Mais nous, dermatologues, on ne savait pas très bien quoi en faire. Donc, on le constatait et puis maintenant, on commence à mieux comprendre. Donc, sont associées des maladies inflammatoires de l'intestin comme le Crohn ou colite ulcéreuse, les reflux gastro-œsophagiens, une prépondérance d'infection à Helicobacter pylori. Donc, quand on va le traiter, évidemment, on va réduire les signes de la rosacée. On retrouve du syndrome de l'intestin irritable, du SIBO et un peu plus souvent de la maladie cœliaque. Donc là, vous avez un article de BPO de 2021. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir avec l'axe intestin-peau. C'est quand même très récent. Hein. Donc vous comprendrez que la prise en charge de la rosacée sera aussi multifactorielle. Alors, on passe au psoriasis, qui est donc un ménage à 3 cellules. C'est une dermatose inflammatoire chronique qui concerne quand même 2% de la population européenne. Il y a une prolifération augmentée, une différenciation anormale des kératinocytes. Vous allez faire des squames et des squames qui vont se renouveler tous les 7 jours au lieu de 28 jours. Moi, je me souviens quand des patients psoriasiques arrivaient au cabinet et qu'ils étaient couverts, il fallait prendre un quart d'heure derrière pour balayer ou aspirer le cabinet parce qu'en se déshabillant, ils avaient laissé beaucoup de squames. Donc, c'est une maladie auto-inflammatoire qui est secondaire à la production de cytokines. Les cellules qui rentrent en jeu, ce sont les kératinocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes T. Donc, ces interactions vont initier la pathologie, entretenir un cercle vicieux d'activation cellulaire réciproque, ça va pérenniser les lésions cutanées et ça va être responsable de leur chronicité. Donc, on tourne en rond.
Alors là, c'est vraiment un schéma très, très simplifié parce que vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, toujours pareil, on a les facteurs déclenchants, le kératinocyte qui va aller activer des cellules dendritiques, qui vont aller activer des cytokines, activer la voie TH17 et qui vont à leur tour activer des kératinocytes qui, sur un terrain génétiquement prédéterminé, tout le monde ne fait pas du psoriasis, il va y avoir une inflammation de la peau et un épaississement de la peau. Alors, les points importants, donc il y a une forte association génétique. On décrit les gènes PSOR de 1 à 9. Il y a quand même 30% de cas familiaux. Ces kératinocytes vont produire des peptides antimicrobiens, LL37 et l'interleukine 1, qui vont à leur tour activer les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques vont produire des interleukines 12 et 23, qui à leur tour vont activer les lymphocytes T et qui vont produire des cytokines TH1, TH17. Et en fait, l'interleukine 17 et 22 vont activer les kératinocytes, donc on va avoir cette fameuse prolifération. Défaut de différenciation terminale, renouvellement des squames en 7 jours au lieu de 28 jours. Et il va y avoir une synthèse de grandes quantités de cytokines qui va perpétuer l'inflammation cutanée en activant les cellules dendritiques et les lymphocytes T. On va aussi avoir une activation de l'endothélium vasculaire, on va avoir une angiogénèse, ces plaques sont très très rouges, le cercle vicieux est installé. Donc à noter, les traitements par anticorps monoclonaux anti-IL-12, 23 et anti-IL-17 sont très efficaces. Alors, le psoriasis est associé à beaucoup de comorbidités. Donc, on parle de psoriasis modéré à sévère quand 10% de la surface corporelle est atteinte. Donc, vous voyez, on y arrive assez vite. Une meilleure hygiène de la vie va améliorer le psoriasis. Les comorbidités, il y a beaucoup de syndromes dépressifs. 60% des psoriasis sont aggravés par le stress, vous avez bien dû le voir pendant cette épidémie de Covid. Dans 15 à 30%, c'est associé à un rhumatisme psoriasique. Il y a souvent un syndrome métabolique, un surpoids, une stéatose du foie, un diabète de type 2. Il y a des complications cardiovasculaires avec des AVC, infarctus. Et c'est souvent associé à une addiction à l'alcool et au tabac. Mais on comprend mieux quand on sait que la voie mTOR activée est en cause. Donc on comprend mieux la relation avec toutes ces comorbidités. Alors ici, je vous signale une revue que vous connaissez peut-être, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. C'est la revue des microbiotes. Donc celle-ci, elle date un peu de mars 2017. Il y avait tout un dossier sur microbiote, peau, dermatite atopique et psoriasis. Ça avait le mérite d'exister en 2017. C'était déjà très novateur à l'époque. Donc, pour le psoriasis, sachez que 20% sont intolérants au gluten. Donc, vous allez déjà avoir un levier d'action en faisant une éviction stricte du gluten et vous allez constater l'amélioration. C'est associé au syndrome de l'intestin irritable avec une augmentation des cellules TH17 pro-inflammatoires. Il y a une dysbiose du microbiote intestinal avec une diminution d'un certain nombre de bactéries et notamment d'Akkermansia mucinifila. Et la réduction de ces bactéries bénéfiques va entraîner une barrière intestinale fonctionnelle, une diminution des acides gras à chaîne courte. On n'aura pas les bonnes bactéries pour synthétiser ces bons acides gras. On peut avoir une translocation bactérienne des lipopolysaccharides dans la circulation systémique. C'est ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. Et pour ceux qui connaissent les schémas, ces lipopolysaccharides circulants vont activer des toll-like récepteurs et activer une inflammation systémique de bas grade dans le corps. Et la boucle est bouclée. Alors, on passe à la dermatite atopique. Bon, je vous rassure, c'est la 4e pathologie inflammatoire, mais j'ai trouvé important de vous en parler parce que je pense que vous en voyez beaucoup. On en a de plus en plus, dermatite atopique ou eczéma. Inflammation cutanée chronique, récidivante et prurigineuse sur fond de xérose permanente. Il y a un cercle vicieux démangeaison, grattage, lésion. C'est aussi d'origine multifactorielle. Donc, il y a des antécédents familiaux dans 70% des cas. Donc, on a une transmission autosomique polygénique associant dermatite
atopique, allergie alimentaire, asthme et rhinite allergique. C'est ce qu'on appelle la marche atopique. Sa prévalence est de 10 à 20%, c'est énorme, hein. 45% débutent dans les 6 mois, 60% pendant la première année et 85% se manifestent avant l'âge de 5 ans. Alors, la physiopathologie, elle est encore beaucoup plus complexe que les autres parce qu'on a une barrière épidermique dysfonctionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a une mutation du gène de la filagrine. La filagrine, c'est une protéine clé de la différenciation des kératinocytes. On a vu dans les schémas que le kératinocyte se transformait en cornéocyte. Et en plus, 50% des cas sont appauvris en céramide. Donc la peau est sèche, prurigineuse, incapable de garder l'eau. Il y a aussi des anomalies de l'immunité innée, il y a des facteurs environnementaux, il y a une dérégulation de la réponse immunitaire acquise. 30% sont allergiques aux protéines du lait de vache. Je dis bien allergiques, ce n'est pas l'hypersensibilité aux protéines de lait, c'est des allergies. Donc, la pénétration est plus facile des allergènes environnementaux dans la couche cornée. Ça entraîne une réponse inflammatoire allergique et ça favorise la colonisation bactérienne. Et on a aussi une dysbiose cutanée. 80% des lésions sont colonisées par le staphylocoque doré. Donc, vous voyez, tous ces mécanismes sont en jeu. C'est particulièrement complexe. Alors là, j'ai un schéma que vous prendrez le temps de voir en détail, mais il explique un petit peu tous ces mécanismes dans la dermatite atopique. Donc tout ce qui est virus, bactéries, allergènes vont attaquer la barrière cutanée, vont induire la sécrétion de ce facteur qu'on appelle le thymique stromal lymphopoïétine. Ça va activer des cellules dendritiques immatures. Et les cellules dendritiques matures vont attirer les cellules Th2, migrer dans les ganglions, ce qu'on voit en bas à gauche. Ça va activer des CD4 qui deviennent des cellules inflammatoires Th2. Ces cellules Th2 vont produire des interleukines, vont produire des IgE, il va y avoir une éosinophilie et ces IgE vont stimuler les mastocytes qui, à leur tour, vont sécréter de l'histamine. Donc, ces acteurs sont responsables de l'inflammation allergique de la dermatite atopique, installation d'une boucle inflammatoire entre le kératinocyte et les cellules infiltrantes, conduisant à une peau pathologique. Donc, vous voyez, on se rend compte que quand on étudie tous ces mécanismes physiopathologiques, il y a un cercle vicieux, en fait, qu'il va falloir couper, et cela va prendre quand même un certain temps. Alors, ce fameux staphylocoque doré, c'est le premier responsable des biofilms dans la dermatite atopique. La sévérité de la dermatite atopique est corrélée à la prévalence de ce staphylocoque doré. Il est lié à une barrière cutanée plus perméable et avec un contenu lipidique diminué. Les défauts d'immunité innée vont entraîner la diminution de ces peptides antimicrobiens. Le grattage augmente la synthèse d'adésine qui va permettre la liaison au staphylocoque doré qui lui-même va sécréter des céramidases. Donc, ça va aggraver les lésions de la barrière cutanée. Donc, on est encore une fois dans un cercle vicieux. C'est complexe, hein ? Donc, dermatite atopique et microbiote intestinal. Donc, si vous avez le temps, je vous recommande ce replay que vous pouvez voir sur l'Université des microbiotes. C'est le professeur Marie-Sylvie Doutre qui nous a fait un webinaire au mois de juin l'année dernière sur le microbiote cutané avec l'axe intestin-peau et la dermatite atopique. Donc, il y a une diminution de la diversité bactérienne du microbiote intestinal qui a été observée lors des poussées de dermatite atopique et c'est corrélé avec la sévérité de la maladie. Cette sévérité, elle est évaluée par ce qu'on appelle le SCORAD, c'est une échelle de gravité. Il y a une diminution de fécalie brosnitzi qui a été trouvée dans des études sud-coréennes et une augmentation d'Akkermansia mucinifila. La dysbiose intestinale interfère avec l'épithélium et le système immunitaire cutané, c'est ce qu'on a vu au début. Et la dysbiose cutanée elle-même va intervenir aussi sur le tube digestif, donc c'est bidirectionnel. Alors comment faire ? Donc il va falloir traiter la perméabilité intestinale et restituer une barrière épidermique efficace. Il va falloir à la fois traiter la dysbiose intestinale mais aussi la dysbiose cutanée. Il va falloir dépister les intolérances et les allergies alimentaires pour une éviction stricte.
soutenir la digestion, bien sûr la mastication, donner de l'HCl, des enzymes digestives, faire pratiquer de la relaxation. Il faudra soutenir l'immunité, lutter contre l'inflammation et le stress oxydant, diminuer l'insulinorésistance. Il va falloir soutenir le foie, traiter les comorbidités et bien sûr améliorer l'hygiène de vie en passant par une alimentation santé méditerranéenne, la digestion, le sommeil, le stress, encourager l'activité physique. Donc, vous allez rétablir les piliers un à un. Tout ça va prendre des mois et des mois, mais au moins, vous allez traiter la cause. Donc, ça sera plus important et vous allez traiter les comorbidités associées. Donc, on sera très préventif pour la santé ultérieure. Donc, je vous donne rendez-vous le mardi 27 juin dans la partie 2 pour la prise en charge de ces dermatoses inflammatoires. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'immunité et la régulation de la peau. Vous avez vu que c'est très complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est maintenant la possibilité de traiter l'intestin pour améliorer les maladies de peau. Voilà, donc Je pense qu'il y avait vraiment, merci beaucoup Sabine, parce qu'il y avait vraiment énormément d'informations, il y a énormément d'excellents schémas qu'il faut reprendre à tête reposée. Moi, j'ai été très marqué par le côté respiration. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une vision assez nouvelle pour la dermatologie d'avoir cette vision. Moi, ça a révolutionné ma pratique quand j'ai commencé à apprendre les concepts et les piliers de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. J'ai tout de suite commencé à barricader les intestins avec la glutamine, rechercher les intolérances alimentaires. Et j'ai eu des succès fantastiques sur les maladies de peau parce que je traitais les causes des maladies de peau. Et il n'était plus question de donner un antibiotique dans l'acné ou une crème cortisonnée pour le psoriasis et l'eczéma. Et ça a révolutionné ma pratique. Donc, j'ai cherché à comprendre et je ne suis pas déçue parce que tous les mécanismes s'explique maintenant et la bibliographie sort seulement maintenant sur l'axe intestin-peau, mais il y en a beaucoup maintenant, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup il y a 4-5 ans. Oui, clairement. Ouais, là, je vois que sur ces 3-4 dernières années, il y a vraiment beaucoup de nouvelles publications et c'est vraiment une nouvelle voie de recherche pour la dermato. Et effectivement, on comprend que quand on met des anti-inflammatoires ou des thérapies à cortisone, on n'a pas toujours l'impact ou on a un impact rapide, mais quand on voit l'impact immunitaire et on voit l'impact inflammatoire et sur le microbiote, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure solution. Il va certainement avoir des questions. Déjà, en fait, moi j'en avais une. Et quand on voit l'importance de la diversité bactérienne sur la peau, quand on voit les peptides antimicrobiens sur la peau et leur importance, moi qui fais de temps en temps de la natation, je me dis, mais quid du lavage dans tout ça? Quand tu as des gens qui se lavent régulièrement ou qui vont à la piscine, Résultat des courses, on comprend qu'il ne faut pas trop se laver. Il faut garder son microbiote cutané résident sur la peau. Clairement. Il ne faut pas chercher à le décaper. Ouais. Ou alors, ça va faire partie des traitements cosmétologiques. Il faut se laver avec des syndettes ou des savons sur gras. On va chercher à réhydrater la peau au maximum pour conforter les bonnes bactéries. Effectivement, donc un bain chloré de piscine, c'est pas forcément la meilleure solution. Déjà, il faut se relaver tout de suite après et avec des savons sur gras, il va falloir bien réhydrater la peau. Et cela fait partie de la théorie hygiéniste de ces maladies allergiques et de l'eczéma atopique qui augmente en prévalence. Hein. Ouais. Alors, on me demande un livre à recommander, mais en fait, toi, tu as déjà fait 12 publications qu'on pourrait totalement partager. Alors, on me demande d'écrire un livre. C'est un peu le temps qui me manque. J'aimerais bien écrire un livre sur la dermatologie intégrative. Mais on pourrait vous faire parvenir ces 12 articles que j'ai publiés dans Réalité thérapeutique en dermatologie, vénérologie. C'est une rubrique que j'ai initiée de de médecine nutritionnelle et fonctionnelle adaptée à la peau
Mais vous imaginez que c'est un très, très gros travail, ça prend beaucoup de temps. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de livre au jour d'aujourd'hui qui explique tous ces mécanismes des différents piliers. Ça serait à faire. Ouais. Écoute, après le 27 juin, c'est tout à fait envisageable. Avant, non. Mais, bon, déjà, chaque correspondant dans vos régions, donc les personnes avec qui vous êtes en contact chez Euronavis, ont ces articles-là. Donc, ils les connaissent et ils les ont lus, ils peuvent vous les réexpliquer et ils peuvent vous les transmettre également. Donc, ça sera déjà une première étape. On me demande alors, psoriasis du cuir chevelu. C'était une question qui était un peu avant. C'est le même. Oui, quel shampoing conseillez-vous pour du psoriasis? Oui. Ouais. Ça dépend du type de psoriasis. Il y a différentes formes cliniques de psoriasis. Parfois, ça peut être une simple dermite séboréique. Donc, il y a des shampoings spécifiques pour la dermite séboréique. Et après, vous avez des shampoings qui comportent de l'acide salicylique pour décaper les squames. Mais souvent, un shampoing ne suffit pas. Nous, on utilisait des préparations magistrales à base d'acide salicylique. Ah ouais. Alors, le souci, c'est ça va décaper, mais ça va rendre un petit peu terne le cheveu. Donc après, il faut alterner avec des shampoings beaucoup plus doux. Ok. Bon, alors, je rappelle quand même que effectivement, le prochain webinaire est consacré aux réponses thérapeutiques. Donc, Oui. on va garder les questions pour la prochaine fois, notamment sur ces réponses thérapeutiques. Je rappelle un petit détail d'organisation, mais quand vous êtes inscrit pour ce webinaire, aujourd'hui, vous n'êtes pas inscrit automatiquement pour le webinaire du 27 juin. Donc, il faut se réinscrire. Hein. C'est des règles qui sont liées. RG, c'est ces nouvelles règles, j'ai oublié le nom. Mais on ne partage pas les fichiers, on va vous réinscrire automatiquement. Alors là, je voyais une question très intéressante. Y a-t-il un laser spécifique pour la rosacée? Alors, c'est une très bonne question. La rosacée, on va traiter pas au stade papulopustuleux. Hein, on va traiter avant au stade où il y a les téléangiectasies, la cuprose. Donc, soit c'est pas très important et un laser KTP suffit, soit on va taper beaucoup plus fort avec un laser à colorant pulsé. Donc ça, c'est vraiment affaire de dermatologue. C'est très spécifique, alors c'est très efficace. Vous êtes à peu près tranquille, il faut faire 2 ou 3 séances et vous êtes tranquille pendant 10 ans. La cuprose ne revient pas. Donc les bénéfices dans le temps, ils sont réels. Moi, j'en ai pratiqué pendant 10 ans, j'en ai fait énormément, ça marche très très bien. Mais il ne faut pas le faire au stade papulopustuleux, il faut déjà avoir réglé une partie de l'inflammation. Et ça marche très bien sur les flushs. Les gens qui rougissent facilement en passant du chaud au froid, c'est très désagréable. Et quand on fait du laser KTP, ça marche très bien en une seule séance. Super. Oui, c'est les règles RGPD. Merci Maxime pour ce rappel. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder dans le chat sur l'historique, mais je crois que... Donc, si vous avez le temps de revoir la physiopathologie, ça sera important pour comprendre les traitements par la suite. Alors, il y a une question. Oui, pourquoi est-ce que partout en Europe et dans le monde, on en est déjà à parler de microbiote, d'alimentation, d'hygiène de vie? Et pourquoi on est en retard en France? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a la réponse? Oui, dans ce domaine-là. Hein. Je vois dans l'acné, nous on constatait en permanence qu'il y avait un lien avec l'alimentation, on le savait, on le constatait, il suffisait d'écouter les gens, mais tant qu'il n'y avait pas eu de publication, on n'en parlait pas. Donc depuis 2015, la publication que je vous ai montrée, ça a un petit peu changé, mais tout le monde n'y croit pas, c'est un petit peu compliqué.
Ok, ok. Je pense que c'était la dernière question. J'ai vu, il n'y avait pas particulièrement de questions dans le chat avant. Je pense que les questions pratiques vont être posées surtout sur le prochain webinaire qui sera vraiment pratico-pratique. Mais bon, il y avait besoin de revenir sur la physiologie de la peau, revenir sur des révisions sur le système immunitaire, sur la candidose chronique. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. On a le temps, un mois, de reprendre un peu ce webinaire et on se donne rendez-vous avec grande joie le mardi 27 juin entre midi et 2 à la pause de midi, toujours pareil. Oui, je serai beaucoup plus pratique avec des noms de compléments alimentaires et des noms de crèmes que vous pourrez conseiller qui ont prouvé leur efficacité. Je serai beaucoup plus pratique. Donc là, je vois, il y a sans doute un lien avec le système hormonal et endocrinien. Oui, bien sûr, mais si vous voulez que je vous parle de l'acné, c'est plusieurs webinaires entiers. C'est compliqué l'acné. Hein. Je ne vous ai pas parlé des syndromes des ovaires polykystiques. L'acné est souvent le premier symptôme, et on est en relation avec des endocrinologues et des gynécologues pour aller dépister les syndromes des ovaires polykystiques qui, on le sait, est dû à une insulino-résistance. Donc, c'est très vaste, hein, la dermatologie. Et chaque chapitre mériterait des webinaires entiers. Et d'ailleurs, on vous sollicitera dans la partie 2, savoir ce qui vous intéresserait si vous voulez qu'on développe des pathologies en particulier. Oui, comme chez Oronalis, on avait vraiment des produits spécifiques. On s'est demandé si la dermato n'était pas un sujet qui intéressait fondamentalement les gens. Et de voir si on ne pouvait pas faire des webinaires plus d'expertise sur certains sujets, sur certaines pathologies. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être mettre en place en fonction de l'interrogation qu'on aura la prochaine fois. Voilà, on fera un petit sondage en direct dans ce cas-là. Ok, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente fin de repas. Ah, attendez, il y a une question là. Oui, on peut avoir le PDF de la présentation. Ne vous inquiétez pas, il va être envoyé automatiquement juste après dans la semaine qui arrive, hein, clairement. Sabine, on se retrouve le 27 ? Oui, merci. Merci beaucoup. Ça sera Un grand beaucoup merci pour cette plus présentation. pratique. Hein. Oui. Et on se rejoint pour des cas pratiques, pour parler vraiment de réponses thérapeutiques à ça. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir tout le monde.